Il est super fréquent que les victimes d'agressions, de viol, de maltraitance, sont réduites au silence parce qu'il ne faut pas jeter la disgrâce sur la famille et que ça se sache et, euh, et ça devient un sujet tabou où les gens sont pris avec leurs propres problèmes et qui ne peuvent même pas en parler avec personne pour pouvoir normaliser leur situation. Et je me suis beaucoup questionnée là-dessus, mais je vois pas l'intérêt d'être réduit au silence quand on vit le pire. Je pense que c'est important de partager. Écoute, je fais jamais des trucs généralement comme d'habitude. Encore une fois, je vais déroger. Et je vais parler de ce que j'ai vécu. J'ai vécu avec mes deux parents de ma naissance jusqu'à mes 2 ans et demi. Et après, la garde a été retirée à ma mère parce que j'étais trop battue et je suis allée vivre avec mon père. Euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'étais bébé, mais ce que je sais, c'est pour avoir pu consulter mon dossier médical quand j'étais toute petite, c'est que dans les 8 premières semaines de ma vie, j'ai été admise à l'hôpital 8 fois pour tétanie parce que j'étais paralysée par la peur. Et dès que je rentrais à l'hôpital et que l'infirmière me faisait des caresses puis qu'elle m'apaisait, je dététanisais. Je sais pas si ça se dit bien, mais voilà. Et l'autre chose que je sais, ben, c'est l'accumulation de quelques fractures, et dont une parce que ma mère s'est énervée contre moi, puis elle m'a lancée dans ma chambre et je suis revolée la jambe contre le contrage de porte et j'ai été fracturée à la jambe droite. Je vais juste faire une petite pause pour dire ça se peut que je mélange des mots ou que je sois pas toujours cohérente parce que je suis en cancer en fin de vie et j'ai 22 métastases cérébrales, donc c'est pas toujours clair. Comme ça, vous le savez. Merci. De mes 2 ans et demi, pardon, à mes 6 ans et demi, euh, non seulement je vivais avec mon père, mais mon père travaillait sur les 12 heures. Donc, je vivais beaucoup aussi avec ma grand-mère et ma tante qui étaient à la maison. Et je pense que c'est ce qui m'a donné mes premières relations d'attachement et qui a fait que je ne suis pas devenue juste complètement tarée. Mais je pense vraiment que ça m'a aidé. Les relations d'attachement, c'est vraiment important. Arrivé à mes 8 ans, j'avais des problèmes assez sérieux de comportement un peu partout à l'école. Je me souviens que je revenais en autobus le soir, déjà à la maternelle, puis que j'avais soit un collant vert, soit un collant jaune, soit un collant rouge. Et quand j'avais un collant rouge, je ne pouvais pas revenir à l'école le lendemain. Bref, j'avais des problèmes de comportement. Donc, mon père a rencontré la travailleuse sociale de l'école qui lui a, mon Dieu, ça a bouleversé ma vie totalement, qui lui a conseillé de me mettre une figure féminine maternelle dans ma vie parce que j'en manquais supposément. Donc ça n'a pas été très long et comme ma grand-mère aussi sa santé décroissait, ben, elle ne pouvait plus s'occuper de moi, donc la garde a été transférée. C'était pas non plus très commun dans le temps que le père garde sa fille, quoi. Donc ouais, j'ai vécu avec ma mère pendant 6 ans, de mes 8 ans jusqu'à mes 14 ans, à l'âge où j'ai été émancipée. Je vais toujours me souvenir de la première journée que j'ai vécue avec ma mère qui avait ma tutelle légale. Euh, je suis partie de chez mon père, elle a tout mis mes trucs dans un sac poubelle gris de déchets, comme ça, et elle a tout jeté. Et on a passé la journée ensemble. Et le soir, je me suis brossé les dents avant d'aller au lit. Et j'ai mal nettoyé j'ai tout bien nettoyé, mais j'ai mal nettoyé le chrome du robinet. Et, euh, et elle est tombée dans ce qu'elle appelait les bleus. Ses veines sur ses mains grossissaient comme ça, puis elle devenait complètement agressive. Et j'ai mangé une maudite volée. Et c'était bienvenue à la maison. Ça me donnait un peu le ton. La maison, j'étais battue plusieurs fois par semaine. Et c'était d'abord à la main, puis après avec un bâton que ma mère cachait derrière la malinge. La à linge. Euh, J'étais tellement angoissée que je me suis mis pendant ces 6 années où j'ai vécu avec elle à faire
des grosses migraines ophtalmiques qui me menaient directement à vomir à chaque fois. On a essayé de traiter, mais ça ne fonctionnait pas. C'était le stress. Et elle aimait bien aussi me mettre à genoux sur des petits pois cassés ou tellement longtemps que je finissais par avoir un malaise vagal. La direction de la protection de la jeunesse est venue à quelques reprises à la maison quand j'étais enfant, mais c'était tellement facile, je veux dire, au niveau esthétique, j'avais pas l'air de manquer de rien. Et quand j'avais des bleus et des trucs, j'avais juste à dire que j'étais tombée à vélo ou que j'avais eu un accident de je sais pas quoi et ça passait tout le temps. Et la DPJ n'a jamais rien fait pour moi. J'ai vécu 6 ans avec ma mère, 6 ans de maltraitance physique et psychologique. Je vais juste donner quelques exemples de trucs qu'elle pouvait me faire. J'ai toujours eu une poitrine assez importante dès mon jeune âge et j'étais complexée par ça. Alors j'avais tendance à me cacher les seins ou à porter des gilets qui étaient grands pour qu'on voit que j'avais une poitrine. Et ma mère, je ne sais pas pourquoi, mais ça l'énervait. Alors du coup, elle a commencé à me foutre à poil, carrément, devant les voisins, dehors. Je ne pouvais pas me rhabiller et je devais accepter mes seins. C'était over complexant pour une fille qui a 13 ans, quoi. Un autre exemple, je ne sais pas ce que j'avais fait cette fois-là, mais elle était super fâchée après moi et elle m'a fait sortir les sacs poubelles sur, on avait une montée comme ça, sur un chemin de gravier qui faisait à peu près 100 mètres et elle m'a fait sortir les sacs à poubelles, obligée de monter toute la pente pour aller les porter au chemin à genoux en me donnant des coups de pied dans le cul. C'est un autre exemple de ce qui se passait. Un autre exemple. À un moment donné, il y avait son cendrier sur la table, puis elle voulait que je le lave. Mais quand je suis passée par-dessus le poêle, j'ai échappé le cendrier dans le bois. Et elle aurait pu me faire ramasser tout simplement avec un linge ou quelque chose comme ça. Mais elle a eu la super idée de me faire sniffer les cendres et de me faire manger les mégots. Un autre exemple. On avait une casserole à pression comme ça. Et je l'ai essuyé, mais j'ai laissé quelques gouttes d'eau qui sont restées dessus. Et réaction normale, elle aurait pu me demander de le réessuyer, mais elle m'a donné un coup de casserole derrière la tête. Au niveau psychologique, elle me dépréciait constamment. Déjà, j'étais grosse, j'étais pas grosse du tout. J'ai vu des photos de moi à cette époque-là, j'étais tout à fait normale, mais dans sa tête à elle, j'étais grosse. Alors, j'ai passé les 6 ans que j'ai vécu avec elle au régime et c'était pas génial, vraiment pas génial. J'ai des trucs que j'aimais pas nécessairement et elle me trouvait pas belle. J'étais constamment dépréciée sur ce que je faisais. Bref, il n'y avait pas de positif vraiment exprimé sur ma personnalité. Si au moins j'avais été la seule à subir les agressions de ma mère, ça aurait été une chose, mais c'est sûr et certain qu'une personne aussi agressive, qu'elle ne s'arrêtait pas à juste me battre moi, quoi. Donc, je vais juste raconter les deux événements les plus vraiment traumatisants de ma vie. Le premier, c'est elle avait un petit chien qui s'appelait Toby comme ça, et je sais pas pourquoi elle s'est énervée avec lui, mais elle l'a attrapé par la peau du dos comme ça. Puis il s'est mis à crier comme un fou. Elle l'a écrasé à terre tellement fort qu'il a pété les côtes. Et il a été obligé d'être opéré sur le petit chien. Bref, ça c'est un des événements vraiment traumatisants. Parce que les animaux étaient battus, ça me faisait toujours tellement mal. Et l'autre événement encore plus traumatisant, la voisine d'en bas, elle avait un chat. Et le chat allait faire les griffes sur la toile de la Jeep de ma mère. Ma mère est allée avertir qu'elle voulait que son chat fasse plus ses griffes dessus, mais le chat a refait ses griffes dessus. Et du coup, ma mère a attrapé le chat. Elle l'a rentré dans la maison, elle l'a mis dans un sac poubelle. On avait une grosse poêle de fonte comme ça, orange et blanche. Et elle s'est mise à tabasser le chat sur sa tête comme ça, dans le sac poubelle. Le chat, il hurlait. Je pensais qu'elle allait mourir tout de suite, mais ça a pris super du temps. Elle a fait le tabasser jusqu'à ce qu'il crève, puis après ça, elle l'a jeté aux poubelles.
C'était vraiment dur à vivre. Quand j'ai 18 ans, je sais pas trop pourquoi, je savais pas trop pourquoi à l'époque, mon médecin de famille m'a donné un rendez-vous alors que j'en avais pas demandé. Quand je suis arrivée au rendez-vous, il m'a expliqué que il me suggérait fortement de couper entièrement les ponts avec ma mère, qu'elle avait jamais changé, qu'elle avait un trouble bipolaire de la personnalité avec des troubles excessifs de, de l'agressivité et que ça n'avait jamais changé et que ça ne changerait pas. Ensuite, il a continué en m'expliquant que dans le livre de médecine, il n'y a pas de définition exacte de quelqu'un qui est psychopathe parce qu'il n'y en a pas assez sur Terre pour qu'on soit capable de faire des statistiques là-dessus. J'ai pas trop compris, mais il n'y avait pas de diagnostic, mais que pour lui, elle cochait vraiment toutes les cases et que c'était dangereux pour moi de rester auprès d'elle. Le médecin m'a expliqué qu'elle a un comportement antisocial, qu'elle manque de remords, qu'elle manque de compassion humaine, qu'elle est manipulatrice, qu'elle manque totalement d'empathie, qu'elle a tendance à la victimisation, à accabler autrui pour tout ce qui lui arrive et qu'elle est excessivement violente. Bref, il y avait d'autres caractéristiques, mais elle en cochait beaucoup. Un autre exemple que je peux donner, avant que je coupe complètement contact avec elle, elle nous a reçus une fois chez elle et elle vivait avec un conjoint dans une maison où le sous-sol était complètement terminé avec un lit, de la buanderie, un frigo, parce que le fils du monsieur était parti comme ça. Mais au lieu de nous mettre avec les deux bébés dans le sous-sol où il y avait toutes les commodités, elle nous a enfermés dans un garage où il y a des machineries agricoles comme ça, ou des machineries de construction, tout humide et dégueulasse comme ça. Et c'était la place qu'on avait le droit parce que la maison était trop bien pour nous. Il y a deux choses dans ma vie dont ma mère m'a interdit complètement de parler. La première, c'est le fait que j'ai été maltraitée parce que pour elle, c'était il y a longtemps et elle a changé. C'est pas vrai. Et je suis plus maltraitée maintenant parce que je suis capable de me défendre, mais je veux dire, le reste, la manipulation, la violence psychologique, les demandes incessantes, les culpabilisations, ça n'a pas changé. Et l'autre truc, c'est son problème de kleptomanie. Sérieusement, ma mère, c'est une personne qui va sortir pour aller voler. C'est exagéré. Mais c'est plus que ça. Si ça s'arrêtait à, je sais pas moi, dans un commerce ou quelque chose comme ça, ou dans les épiceries où elle vole habituellement. Mais ça va plus loin que ça, je veux dire. C'est sans morale, quoi. Pour ma fin de vie, elle voulait avoir un objet qui était significatif pour moi. Donc, elle a commencé par me demander une étoile où on peut mettre une bougie que Norbert m'a donnée, mais c'est un cadeau qu'on m'a donné. Ensuite, elle m'a demandé mon écharpe que mon mari m'a acheté au... Comment ça s'appelle? Parc Marie-Victorin. Et elle m'a aussi demandé un bijou turc de protection pour la maison qui est accrochée après la porte. Je veux dire, il n'y a rien qui a rapport avec moi. Mais bref, la veille de l'anniversaire de mon fils, on a fait un barbecue avec plusieurs amitiés de plus d'une vingtaine d'années au jardin et ma mère. Et ma mère en a profité pour voler ce que j'ai de plus important dans ma vie, c'est-à-dire mon jaune bébé avec la chaîne que j'ai portée depuis mes 18 ans et le cadeau de pierre de lune que mon mari m'a fait. Et bien sûr, je ne le récupérerai jamais et je trouve ça encore pire aussi de voler quelqu'un qui est en fin de vie. C'était l'héritage que je voulais laisser à Mathieu aussi. Bref, je veux dire, ça va jusque-là. Je veux dire, le niveau de moralité, même si la personne est en train de mourir ou quoi que ce soit, tant que c'est moi en premier et que je me suis passé, le reste, ça n'a aucune valeur. Les gens n'ont aucune valeur. Pour ma mère, c'est pas compliqué. La relation, ça doit être une balance qui est bénéfique pour elle. J'ai rencontré mon mari et on s'est mariés en 2003 et depuis, ma vie a vraiment changé de cap et ça a commencé à aller beaucoup mieux. La seule chose, c'est que j'avais toujours beaucoup de difficultés avec l'attachement. Donc, j'ai fait une dépression postnatale
après la deuxième naissance. Donc, j'ai fait une tentative de suicide et finalement, ça m'a sauvé la vie parce qu'on m'a obligé à être suivie. Et je me suis plainte parce que j'ai été suivie toute ma vie. Puis la dernière fois, on m'a dit il serait peut-être temps que tu arrêtes de mentir. Donc, et puis finalement, ils m'ont mis dans un centre de santé mentale où tous les psychologues, les psychiatres et tout le monde travaille en groupe comme ça. Ils mettent les dossiers en commun et ça m'a vraiment, vraiment aidé. On a travaillé ensemble très fort et oui, c'est vraiment la psychologue qui a changé ma vie et qui m'a permis de relations saines et d'attachement. Juste une petite parenthèse, ma psychologue que j'avais à l'époque, elle m'a expliqué qu'ils m'ont soignée avec la même thérapie qu'ils faisaient pour les ressortissants d'Auschwitz. Je vous le raconte pas. Ouais, je me suis fait réavoir par ma mère pour une troisième et dernière fois quand j'ai eu mon cancer. Elle m'a vraiment, je suis naïve, elle a vraiment réussi à me faire croire qu'elle avait changé. Il n'y a absolument rien qui a changé. Et ouais, je l'ai payé le prix fort. J'avais l'impression que ma mère m'avait beaucoup aidé ou beaucoup donné. Mais en fait, c'était juste se faire valoir, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, finalement. Au début de mon cancer, elle a essayé de reprendre contact avec moi, mais j'ai envoyé un message pour dire que j'avais jamais eu de relation d'attachement, que j'avais vécu plusieurs traumatismes et que j'avais aucune envie d'avoir une relation. Il y a quelques mois qui ont passé, je ne sais pas pourquoi je l'ai recroisée par hasard et je sais pas, j'avais plus d'animosité, peut-être parce que je m'étais vidé le cœur de ce que j'avais ressenti dans ma vie. Mais j'ai repris contact et au début, elle avait vraiment l'air d'avoir changé. Puis aussi, j'avais une situation de cancer et mes capacités décroissaient. Et elle me donnait vraiment des bons coups de main à la maison. Ma mère est très vaillante. Je veux dire, elle est venue avec 3 copines et ils ont désherbé entièrement mon potager. Elle m'a aidé à nettoyer toutes mes fenêtres à l'automne. Elle faisait du ménage de temps en temps dans la maison. Bref, il y avait beaucoup d'aide qui venait au début et ça faisait du bien et c'était perçu comme positif, je veux pas. Et ben, je pensais vraiment qu'elle avait changé. Elle exprimait. Bon, il y a des moments où je me suis rendu compte qu'elle m'a volé, mais c'était des stupidités, des cailloux dans mes pots de fleurs, une turquoise, un coquillage, bref, c'était pas. J'en ai pas tenu compte, j'aurais dû en tenir compte, mais j'en ai pas tenu compte. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que, ça décrue. Et l'aide, je veux dire. Et je me suis rendu compte que c'était plus. J'avais l'impression que c'était plus un faire-valoir, genre. Regarde, j'ai fait ça pour ma fille, c'est génial. La pauvre cancéreuse, je l'aide, tu vois. En tout cas, c'est peut-être ma perception des choses. C'est sûrement ma perception des choses, mais les demandes étaient incessantes tout le temps. J'étais jamais assez reconnaissante. Il y a des moments où c'était vraiment trop intense. Je veux dire, la journée où on a mis des plantes au potager, j'en avais plus de 200. Elle m'a dit, non mais toi, t'as rien à faire à part me dire où vont les pots de fleurs, moi je vais semer. Mais j'ai passé toute la journée à faire ça parce qu'elle va tellement vite que j'arrivais même pas à me déplacer pour aller mettre les pots. Et du coup, j'ai fini ma journée crevée. Bref, à un moment donné, il a commencé à avoir un immense manque de respect et c'est devenu très difficile. Jusqu'au moment où elle a décidé que la relation n'était plus assez équitable pour elle et qu'elle s'est servie dans mes affaires. Un autre exemple aussi. Au début de mon cancer, elle m'a donné ma pierre préférée, une labradorite. Et dans les dernières semaines, ben juste avant qu'elle me vole en fait, elle m'a dit de toute façon tu vas bientôt mourir, tu pourrais me la redonner, ma labradorite. Bref. Ça c'est le portrait de ce que moi j'ai vécu. Mais il ne faut pas penser que je suis la seule. Il y en a beaucoup qui vivent la maltraitance sous toutes ses formes. Et je suis heureuse d'en avoir parlé. Je pense que c'est important d'en parler. Je pense qu'il faut dénoncer ce tabou et que ça cesse. Et que les gens qui sont dangereux pour les autres arrêtent de sévir.